à la sortie de ce grand succès qu'a été En thérapie, eh bien, on a vu disparaître le temps de l'écriture. Et je trouve que ça nous a alertés, Ginette et moi. On s'est dit, tiens, il y a un truc là. Bon. Entre-temps, on a eu d'autres cas qui nous sont venus jusqu'à nous, de gens qu'on connaissait, où, par exemple, il y avait un réalisateur, et je ne dirai pas de nom délibérément, hein, un réalisateur de cinéma reconnu qui ne veut pas savoir ce que c'est que les arches, ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'est une série, alors qu'il est en train d'écrire une série avec des scénaristes, à tel point que des scénaristes décident, ça suffit, je vais ailleurs. Et d'autres cas que je ne vous donnerai pas, mais malheureusement, ils sont assez nombreux. Donc on s'est dit, bonne raison pour justement travailler cette question dans un lieu qui n'est pas propice à la polémique, parce que ce n'est pas notre esprit. Et justement, on s'est dit, allons vers quelque chose qui serait plus constructif, qui serait plus vers, non pas des solutions, je n'ai pas cette prétention, mais au moins un état des lieux qui permette d'avancer. Donc, les invités aujourd'hui sont Adrienne. Adrienne, es-tu là? Oui, absolument. Bon, alors je te présente et tu me contredis. Adrienne n'est qu'à contact, donc elle n'est pas avec nous, mais si, quand même, dans le dialogue. Adrienne Fréjac, qui est déjà venue plusieurs fois ici et que nous apprécions beaucoup, qui nous a aidés dès les débuts. On est fidèles, Ginette et moi, aux gens qui ont été présents dès les débuts de ces rencontres. Elle est responsable de l'unité fiction d'Arte. Elle suit... Alors, je te corrige tout de suite, ma chère Carole. Je suis sous la responsabilité d'Olivier Vauteling à l'unité fiction, une des chargées de programme, mais sachant qu'on est une petite unité dans laquelle on partage les responsabilités avec... Je préfère t'avoir mis... Je préfère t'avoir upgradé que t'avoir sous-estimé. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai vu quand je t'ai vu travailler, c'est comment tu suivais les projets avec passion, vraiment investissement, et tu nous parleras probablement des projets que tu as suivis pour Arte. Et donc, à la place où tu es, bien sûr, puisque tu es au moment où tu vas parler pour le diffuseur, la chaîne Arte, eh bien, tu es concerné par les problèmes dont nous parlons. Nous avons de ma droite vers ma gauche, Catherine Winkelmuller, qui elle aussi est présente depuis les débuts de ces rencontres et qui nous a aussi aidés. C'est une des marraines des rencontres. Elle est agent et elle est agent aussi bien d'acteur que... Non. Alors, Carole, je te corrige tout de suite. Oui, pas je suis agent de scénariste et de réalisateur. Voilà, pas les acteurs. On ne dira pas pourquoi. Je hais les acteurs. Excusez-moi, c'est un lapsus très révélateur. Mais voilà, maintenant vous savez tout. Elle a une agence et elle a une langue bien pendue. Il est arrivé, en revenant de Rencontre du Havre, de publier un article dans Le Monde sur le fait que quand même le milieu était un peu mou. Et cet article... Frileux. Oui. Article qui date d'il y a 6 ans et que je pourrais véritablement répéter mot par mot. Voilà. C'est-à-dire que la situation n'a pas changé. Donc, elle a toute sa place ici. Clémence Dargent, qui, elle, alors c'est l'exception totale. Oui, je ne sais pas si j'ai ma place ici, mais au contraire, fait, je suis le contre-exemple total de tout ce que vous allez dire. Voilà. Enfin, peut-être pas total, mais en tout cas, j'ai une expérience, moi, de collaboration avec des réalisateurs plutôt, très heureuse. Mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Bon. Parce que comme on ne veut pas verser dans la polémique, on voudrait justement montrer qu'il est possible de travailler sur OVNI, par exemple, et de ne pas s'entretuer. Non, c'est possible, mais c'est pas évident. C'est pas du tout quelque chose qui est... C'est du travail aussi, en fait. Bon, mais je préférais entendre ça plutôt que des récriminations et des gens qui seraient uniquement dans l'attaque personnelle et on n'avancerait pas. Vous avez fait la section série de la FEMIS, c'est ça? Oui, tout à fait. La deuxième promotion de la section création de séries télé. D'accord. Et donc, vous avez travaillé aussi bien sur Fais pas ci, fais pas ça. Oui, sur la dernière saison. J'ai aussi co-créé une série, un format court pour Canal+, qui s'appelle Tétard. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets de séries françaises et donc notamment OVNI, qui était notre travail de fin d'études avec mon co-scénariste Martin Douer de la FEMIS et qui donc est rentré en
en production, diffusée sur Canal+, qui a été diffusée cette année. Enfin, la saison 1 a été diffusée cette année et la saison 2, c'est pour bientôt. Très bien. Et votre réalisateur était ? Et notre réalisateur était Anthony Cordier, qui a réalisé intégralement les 2 saisons d'OVNI. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que c'est rare, en fait, qu'un réalisateur réalise toute une série. C'est ce qui a permis aussi, je pense, qu'on forme ce trio aussi avec Martin et qu'on puisse collaborer de manière assez fusionnelle avec Anthony. C'était une grande chance, un grand soulagement quand on a su qu'il voulait aussi partir avec nous sur la saison 2 et réaliser intégralement la saison 2. Donc oui, Anthony Cordier, qui est réalisateur de cinéma, c'était sa première série, mais ça tombait bien parce que nous aussi, c'était notre première série avec Martin. Qui avait réalisé déjà 3 longs métrages. Mais voilà, je sais pas, j'en parlerai peut-être plus tard. Oui, tout à fait, vous en parlerez. Et donc, pour finir le tour de table, Charlotte Pailleux, qui est déléguée générale, je ne me trompe pas de fonction, tout à fait, de l'AMAPA. Je vous laisse présenter. Alors, l'AMAPA, c'est l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel, qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années par la volonté d'auteurs qui voulaient être à hauteur des producteurs pour le règlement de leurs conflits. C'est-à-dire qu'ayant moins de moyens, ils ne pouvaient pas, lors de litiges, saisir la justice. Et la justice n'avait pas de place pour entendre leurs conflits. Et donc, de cette volonté est née l'AMAPA. Donc, toutes les organisations professionnelles, quasiment toutes, sont membres de l'AMAPA. Et donc, quand les conflits ne trouvent pas issue, ne se règlent pas, elles arrivent chez chez nous, avec un espèce de panorama, évidemment, de ce qui se passe en ce moment et qui ne s'améliore pas. Est-ce que vous pouvez nous donner, sans donner les noms, parce que je ne crois pas que ce soit très intéressant, la structure d'un conflit ? Oui, alors j'ai de toute façon pas le droit parce que les médiations sont confidentielles. C'est normal. J'ai un conflit assez emblématique et d'une très grosse série qui est sortie l'année dernière, qui est arrivée en urgence à une semaine de la diffusion d'une grande chaîne très prestigieuse. Et en fait, c'était les co-créatrices de cette série nous ont saisis parce qu'en fait, en découvrant le montage final au dernier moment, elles découvrent les génériques et les génériques ne reflètent pas du tout du travail qu'elles avaient fait, ni sur les épisodes, ni les mentions de co-créatrices. Et donc, c'était soit passer chez nous en direct très vite à une semaine de la diff pour changer les génériques, soit un référé pour interdire la série. Donc, on a monté en 3 jours. Donc, ça a essayé de renouer un dialogue, mais c'est très compliqué en fait quand c'est allé si loin. Et voilà, parfois ça se passe bien. On espère que les gens vont se retrouver sur une saison 2, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, comment ça s'est soldé ? Ça s'est soldé, on a entendu, finalement, leur voix a été entendue, les génériques ont été modifiés, et voilà, ça a pu être diffusé. Et la place qu'elle demandait, elle voulait être appelée comment ? Elle voulait être co-créatrice, et pas en collaboration avec. Bah oui. Voilà, elles étaient quand même co-créatrices depuis le début. Et puis aux arches, et puis aussi créditées à leur place dans les épisodes. Oui, même sans être spécialiste, on comprend le problème. Et évidemment, le réalisateur était aussi un des co-créateurs, et c'est là où ça a été très compliqué en fait. Le réalisateur, lui, était noté comme co-créateur. Bien sûr. Vous voyez comme je suis vraiment pleine de mauvaises intentions. Donc, effectivement, notre hypothèse, malheureusement, est vraie. C'est là que ça coince. Elle est très vraie. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui... ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a le rôle aussi du diffuseur. Nous, le diffuseur n'est pas à la table autour mais le diffuseur, en fait, une fois... C'est-à-dire que le texte est porté très longtemps... par des scénaristes souvent, c'est ce texte qui est montré, sur lequel se monte en fait le projet, c'est celui qui ramène de l'argent, les scénaristes sont les premiers interlocuteurs souvent du diffuseur, et le réalisateur souvent arrive un peu tard et veut prendre une place, et quand il arrive finalement c'est lui qui devient l'interlocuteur. Donc c'est une sorte de garde alternée d'un bébé créé par des scénaristes au départ, dont on doit confier la garde. Et je pense que c'est là où, parfois, c'est là où ça heurte et ça... Voilà, qui a la légitimité du regard artistique. Il y a plein de choses, plein de questions, en fait, qui en découlent. Mais Charlotte, oui. Excuse-moi, Carole,
ces co-créatrices avaient un contrat, il y avait une clause générique et publicité sur les contrats. Bien sûr, il y avait une clause, mais ce qui n'était pas... c'est-à-dire que, comme tu sais, souvent, les projets partent et il n'y a pas une Bible précise. Bon, donc, le contrat Bible n'existait pas. Donc, fort de ça, il s'est dit, bon, bah, alors pas de contrat Bible, pas de co-création, donc mentionné quelque part. Pourtant, dans le contrat, le document d'origine, co-créé par. Mais le document d'origine avait bien été déposé par les co-créatrices. Vous voyez qu'il ne faut pas plaisanter avec Catherine Winkelmüller. Donc, même s'il n'y avait pas de Bible, ce qui est le cas de plus en plus, c'est un cas récurrent actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bible. Mais on peut dire qu'un document comme le document de présentation fait office de Bible, et à ce moment-là, effectivement, la co-création. Mais je pense que dans les épisodes suivants, elles étaient créditées et elles auraient dû avoir sur le générique et sur la publicité une série co-créée par mais parce que la mention en collaboration, ça veut strictement rien dire. La mention en collaboration, ça relève pour moi de la consultation sur un scénario et pas du tout de la co-création. Donc là, il y a eu une ambiguïté dans laquelle, en général, s'engouffrent les producteurs prenant parti pour la dernière personne qui assure la garantie de bonne fin d'une série, à savoir le réalisateur. Exactement. Et en fait, le réalisateur et la productrice étaient très proches. Je ne peux rien dire de plus. Non, mais on peut comprendre. Je vais vous demander à toutes de définir les mots, parce que vous êtes dedans. Pour vous, une Bible, c'est évident. Je pense qu'on n'est pas le même sens que pour François Angelier, qui nous a parlé de l'Apocalypse hier. Donc, il est important que vous disiez, Catherine, la Bible n'a pas un sens religieux. Enfin, presque, si. La Bible fait la loi. Voilà. Donc, la Bible est un document fondateur de la série. C'est-à-dire que c'est l'auteur-créateur ou l'autrice-créatrice d'une série qui écrit un document qui est le fondement de la série, qui fait que ce document va servir au producteur à accrocher, je dirais, un diffuseur, à permettre de financer une série. Donc c'est véritablement, je dirais, les fondations. Et les fondations d'une maison, c'est essentiel. Voilà. D'accord. Et donc, dans ces fondations, la question de la place du scénariste et la place du réalisateur... Elle n'est pas contestable. Pour moi, elle n'est pas contestable. Elle doit être écrite. Et s'il n'y a pas de contrat Bible, il faut qu'on ait un document écrit, un contrat qui prévoit que le document de présentation fait office de Bible. Clémence, est-ce que vous avez lu les Bibles? Est-ce que vous avez lu les contrats? Oui. Enfin, pour moi, tout ça, ça me paraît très, très clair, en fait. Je ne vois pas comment on peut... réussir à... Si, avec la mauvaise foi. Évidemment, avec beaucoup de mauvaise foi, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que, voilà, exactement comme disait Carole, dans une Bible, il y a une série de tel format, avec tel nombre d'épisodes. Après, ça peut évoluer, bien sûr, changer, mais écrite par, avec le nom d'un scénariste ou deux scénaristes. Et dans une Bible, on a quand même des éléments très précis sur ce qu'on veut faire, une note d'intention, un concept, les personnages, parfois même un synopsis ou même une version dialoguée du pilote. D'ailleurs, je crois que le pilote, c'est le premier épisode d'une série, d'une première saison de série, et c'est quand même ce qui donne le ton, en fait, de la série et l'univers, les personnages. Donc, je crois savoir qu'à partir du moment où un scénariste a écrit le pilote, il est de toute façon créateur de la série tout entière. C'est pas si simple. Il y a des cas de conciliation à la SACD, donc la SACD qui est la Société des auteurs, qui gère les droits de diffusion des scénaristes et des réalisateurs. Non, c'est plus évident. C'est pas si évident. Ah oui. C'est plus si évident. Parce que justement, parfois, les Bibles n'existent pas ou ne sont pas Alors, il faut dire aussi quelque chose, c'est que les projets les séries, il y a beaucoup d'intervenants sur des séries.
Il y a déjà effectivement le producteur, donc je fais un peu du coup de vocabulaire, qui est la personne à qui en tant que scénariste on cède les droits de notre œuvre. En fait, c'est parce que c'est le producteur qui va nous rémunérer en fait sur toutes les versions de texte qu'on va rendre. Mais c'est vrai que voilà, par on exemple signe un pendant contrat 2-3 ans. Oui, voire même 4 ans et demi pour OVNI, pour la saison 1. Voire même 7 ans pour les revenants. Voilà, ça peut être très très long. Ça peut être très très long. Donc effectivement, en tant que scénariste, on signe un contrat où on cède ses droits. Donc il y a plein de clauses à négocier, mais concrètement quand même, on signe le droit de se faire virer de sa propre série à partir du moment où on rend des textes qui ne sont pas jugés satisfaisants. Mais bref, et puis il y a aussi, voilà, évidemment, au bout d'un moment, un diffuseur, donc une chaîne de télévision, qui, elle, va concrètement acheter le droit de diffuser en premier la série, avec pareil des clauses pour les diffuser tant de fois, tant d'années, etc. Et donc, cette personne, évidemment, a une vision, elle aussi, de ce que doit être la série en fonction de sa ligne éditoriale, de son public, etc. Donc nous, en tant que scénariste, voilà, on doit intégrer aussi toutes ces contraintes, enfin, toutes ces artistiques, aussi économiques, parce que toutes les chaînes n'ont pas les mêmes budgets pour faire ces séries. Donc voilà, il y a beaucoup d'interlocuteurs et souvent, alors moi ça m'est pas arrivé, mais il y a aussi des projets qui évoluent beaucoup, qui n'avancent pas assez vite ou pas assez bien, et donc on fait venir d'autres gens sur la série, un peu en pompier, pour sauver la série. Et du coup, ça fait encore parfois d'autres scénaristes qui arrivent en renfort. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi de ces gens-là qui viennent s'intégrer à cette équipe. Et c'est vrai que parfois, entre l'idée de départ et le projet final, il n'y a pratiquement plus grand-chose à voir. Donc j'imagine aussi que c'est là qu'il peut y avoir... par exemple, un réalisateur qui arrive et qui veut tout changer et qui dit ah, oui, vous êtes sympas les filles, mais c'est plus la même série. Donc maintenant, il faut aussi que ça reflète le résultat final tel qu'il est. Sauf qu'en fait, c'est un peu pervers parce qu'une série, dans l'exemple que je prends, n'aurait pas existé de toute façon sans ces personnes-là et sans leur travail préliminaire. Donc oui, c'est vrai que ça peut donner lieu à des scènes horribles. Oui, et je pense en fait, pour que les gens sachent, les scénaristes ne sont payés qu'en droit d'auteur. C'est pas du tout des salariés. Ils n'ont aucune assurance, ni de chômage, c'est pas des intermittents du spectacle. C'est vraiment le droit d'auteur qui est leur moyen de et les scénaristes ne sont pas payés en fonction du temps qu'ils passent pour écrire. Voilà. C'est-à-dire que les contrats prévoient une prime d'inédit, ce qu'on appelle une prime d'inédit, et un montant minimum garanti à valoir sur le produit des pourcentages. Les pourcentages, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs doivent être rémunérés en fonction des exploitations, par un pourcentage selon les exploitations. Et effectivement, les scénaristes n'ont aucune assurance d'être rémunérés totalement correctement par rapport au travail qu'ils vont faire et par rapport au temps qu'ils vont véritablement passer sur le développement d'une série. Je rebondis sur ce que Clémence disait. Effectivement, dans le cas d'une création de série, il y a une multiplicité d'intervenants. Et entre le scénariste ou la scénariste, le réalisateur, la réalisatrice, le producteur, la productrice et le diffuseur, il est extrêmement rare que ces 4 personnes regardent dans la même direction. Et c'est là où tectonique des plaques. Mais pour qu'on comprenne bien, par exemple, Clémence, vous écrivez un scénario, donc vous avez une idée, vous la proposez peut-être à un producteur, ou l'inverse, un producteur vous dit j'aimerais bien faire des ovnis, effectivement, avec cette tonalité-là, un peu décalée, parce que c'est important d'en parler. Vous démarrez sur ce projet, vous écrivez seul ou à 2 scénaristes éventuellement. Quand voyez-vous le producteur? Quand voyez-vous le réalisateur? Alors, tous les cas sont possibles. Nous, sur OVNI, ce qui était assez rare, c'est qu'on a eu l'intérêt d'une chaîne de télévision avant de rencontrer un producteur. Parce qu'en fait, donc,
OVNI, c'était notre travail de fin d'études à la FEMIS avec Martin. Donc, on avait écrit justement une Bible à la fin de cette année d'études. Donc, la Bible de la série OVNI, qui ressemblait assez au produit final, mais pas du tout la même tonalité. Mais voilà, les personnages étaient là. L'idée de faire une série sur le GEPAN dans ces années-là, tout ça, c'est resté. Bref, donc on avait ce projet-là et la FEMIS organisait des lectures de scénarios à la fin de l'année. Et dans ces lectures, il y avait dans le public Pauline Morino, qui travaillait chez Canal+, et qui, à la sortie de ces lectures, nous a dit « J'aimerais beaucoup lire ». Donc c'était un peu un conte de fées pour nous. On était quand même des jeunes étudiants, on n'avait rien fait de notre vie pour l'instant dans ce milieu-là. Et donc c'est ensuite qu'on a rencontré François Evernel. On a rencontré plusieurs producteurs et on a choisi François Evernel, qui était aussi un producteur qui n'avait pas fait de série avant. C'était un producteur de cinéma. Il avait beaucoup travaillé chez Pathé avant. Et donc, on s'est lancé donc, avec Canal+ et François dans le développement, ce qu'on appelle le développement d'une série. Donc, on avait déjà écrit un premier épisode, mais en fait, on a dû tout réécrire pendant à peu près 1 an. Je crois qu'on a passé 1 an sur le pilote. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le ton de la série n'était pas vraiment ce que Canal voulait. Il fallait plus d'enjeux, etc. Donc, bref. On a passé beaucoup de temps sur le pilote. Ensuite, on a écrit le pitch quand même de. Ah oui, pardon. Le pitch de OVNI, c'est une série donc qui se passe à la fin des années 70. Et c'est l'histoire de Didier Mathur, qui est un ingénieur en aérospatial, donc au CNES, le Centre national d'aérospatial. Et quand la série commence, en fait, sa fusée explose. C'est un grand fiasco. Pour lui, et il se retrouve un peu placardisé dans un bureau donc qui fait partie du CNES, qui est un bureau qui a vraiment existé et qui existe d'ailleurs toujours, qui s'appelle le GEPAN, donc le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est un bureau dédié à l'observation des ovnis et qui donc étudie les observations d'ovnis en France. Et pour lui, c'est évidemment un cauchemar, parce qu'il ne croit pas du tout aux soucoupes volantes, évidemment. Et puis, il n'a que des collègues un peu liberlus qui sont complètement irrationnels. Et lui, c'est un mec quand même très cartésien. Donc, il n'a qu'une hâte, c'est de se barrer, se tirer de là. En plus, il a une mission qui est de résoudre tous les cas d'ovnis. Moyennant quoi, il pourra partir sur Ariane avec son ex-femme, faire des fusées. Bon. Voilà, le rêve de sa vie. Sauf qu'évidemment, premier cas d'ovni sur lequel il tombe, il croit l'avoir résolu et il y a un petit grain de sable, un truc qui colle pas. Et évidemment, en tirant le fil, il va se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ce qu'il imaginait et qu'il y a peut-être même des extraterrestres, on ne sait pas. Voilà. Donc c'était déjà l'idée de départ. D'accord. Et donc voilà, on a réécrit épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ensuite, on a embauché d'autres scénaristes parce qu'on avait appris à la FEMIS à coécrire et on avait très envie de faire venir d'autres personnes, d'autres regards. Ça faisait quand même à peu près 2 ans avec Martin en plus qu'on travaillait. Donc au bout d'un moment, on a un peu besoin de nouvelles idées. Donc avec eux, on a écrit les épisodes 4, 5, 6 et c'est là que Anthony est arrivé. Anthony Cordier. Et je pense que c'était le bon moment parce que on avait déjà bien avancé et en même temps, il restait encore la 2e moitié de la saison à écrire. Et du coup, on a pu lui transmettre, nous, tout ce qu'on avait déjà fait, toutes les recherches qu'on avait fait sur le sujet aussi, parce que c'est une série historique. Ça se passe dans les années 70, c'est quand même l'ufologie, donc la science des ovnis. C'est tout un truc. Donc voilà, on a échangé énormément avec Anthony. Il est venu à quelques séances d'écriture même. Et voilà, on a créé un peu un langage commun. On a beaucoup échangé, lui sur sa vision aussi de la famille, etc., de ces années-là. C'était intéressant parce que lui aussi voulait faire un film justement sur les années 70 et la libération sexuelle, je crois, pile à ce moment-là. Bref. Bon, en tout cas, il nous a suivis et vraiment, ça a été une collaboration très fructueuse. Il nous a beaucoup fait confiance sur les textes. Vraiment, il nous a très rarement... et on avait ses notes, évidemment, et ses retours, mais c'était vraiment du détail. J'ai l'impression qu'en tout cas, sur les fondamentaux, on était toujours d'accord.
En tout cas, il n'a jamais réécrit des répliques. Il est toujours très, très, très fidèle à ce qu'on a écrit. À chaque changement d'une virgule dans la réplique, il nous envoie un message avant en disant « Peut-être on pourrait déplacer ce mot, donc qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc parfois on est là « Oui, Anthony, vas-y, pas de problème, pas obligé de nous demander. » Mais en tout cas, c'est très, très agréable aussi de sentir que voilà, notre travail est vraiment respecté. Je crois qu'il a aussi compris à quel point nous-mêmes, on avait, parce qu'on réécrit énormément. On a des notes de Canal+ qui font des pages et des pages. Donc on bosse beaucoup et je pense que c'est ça aussi qu'il a senti très vite, que voilà, tout était réfléchi, la moindre réplique. Donc voilà, il y a beaucoup de respect pour ça et nous, on a aussi beaucoup de respect pour tout ce qu'il apporte à la série en tant que réalisateur, parce qu'il ne faut pas croire, un réalisateur, c'est pas juste quelqu'un qui vient mettre sa caméra et qui filme ce qu'il a écrit, quoi. Enfin, c'est quand même des compétences aussi. Et vous avez parlé de Canal+, à quel moment le diffuseur est arrivé ? Alors Canal+, très tôt, dès le début du développement. On avait déjà écrit la Bible, gratuitement, entre guillemets, puisqu'on était des étudiants. Et là, Canal+ nous a commandé un nouvel épisode 1 et 3 épisodes d'un coup. Donc, en fait, voilà, le projet était quand même déjà assez bien amorcé. Mais tous les cas de figure existent, hein, parfois. Oui, bien sûr, mais c'est quand même bien de rentrer un petit peu dans le détail, parce que quand on n'a soi-même jamais écrit un scénario, on ne sait pas quoi. On ne sait pas, c'est un peu mystérieux. Dire, par exemple, vous n'avez pas de carte professionnelle, à mon souvenir. Si j'ai une carte de la SCCD, mais oui, c'est pas une carte professionnelle. Carte professionnelle. Non. Je veux dire par là que vous n'avez pas la protection sociale. Ah non, pas du tout. Mais oui, mais qu'aurait un chef-op, notre ami qui est intermittente. C'est très drôle parce que je me suis rendu compte quand je fais des dossiers de logement, les propriétaires en général ont très très peur quand on sort le mot intermittent. Alors là, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas dire. Si je dis oui, je suis scénariste. Mais scénariste, c'est pire, Clémence, parce qu'un scénariste n'est pas intermittent. Mais c'est ça qui est complètement ironique, c'est que moi je dis non, je suis scénariste. Bon, après je dis, c'est un peu comme les avocats, vous savez, je suis un peu indépendante. Je travaille pour Canal+, donc ils sont là, ah oui, super. Mais en fait, c'est complètement idiot, parce que les intermittents ont une vraie protection, ont un vrai chômage, alors que les scénaristes, pas du tout. Tout à fait. Non, mais je le dis à dessein, parce qu'on ne le sait pas dans le grand public, que la profession n'est pas protégée. Non. Et se payer elle-même toutes ses charges, etc. Par exemple. Et donc ça rentre dans la considération, dans l'acuité du problème que nous soulevons. Je vais passer la parole à Catherine qui voulait parler, et j'aimerais bien avoir notre amie Adrienne à l'image pour pouvoir entendre son point de vue. Catherine. Alors, j'interviens juste. Catherine ne m'en veut pas. Non. C'est juste pour des... Je ne t'en veux jamais, Adrienne. Parlez bien dans votre micro, parce que je tends l'oreille, d'où le fait que je suis un peu collée à ma caméra, ne m'en veuillez pas, mais je tends l'oreille pour vous entendre. Je vous entends, mais parfois un peu sur le fil. Voilà. Et je t'écoute, Catherine. Non, moi je voulais rebondir sur un point qui est que les créateurs d'une série sont rarement associés au choix du réalisateur. Le choix du réalisateur se fait d'une part par la chaîne, exemple Canal+, qui demande totalement de façon récurrente des réalisateurs de cinéma ou maintenant des réalisatrices de cinéma. Or, oui, je dirais que c'est un phénomène de mode, au risque de paraître peu féministe. Catherine, pardon, c'est pas qu'une mode. Le plan 50-50 qui fait que si dans une équipe il y a parité au niveau de l'équipe, il y a une prime. Il n'y a pas de malus, mais il y a un bonus. Je pense que ça peut expliquer cette nouvelle tendance. Sauf qu'on est dans une situation où il y a actuellement assez peu de réalisatrices. Il y a une obligation de la part, chez les chaînes, notamment France Télévisions, Delphine Ernotte a décidé qu'il fallait 30% de femmes. Donc, alors, du côté des scénaristes, la profession est très féminisée. Du côté réalisatrice, il y a vraiment un gap, tout simplement parce que les assistantes réalisatrices ne sont pas encore montées en gamme. On n'a pas formé assez de réalisatrices où il y a un moment, je pense qu'elles ont atteint, il y a un plafond de verre. Donc il y a un vrai problème actuellement.
Et sauf que on a l'impression que c'est une directive qui vient d'en haut. Il faut une réalisatrice. Or, personnellement, je suis désolée, je préfère un bon réalisateur à une mauvaise réalisatrice. C'est une question. La question de la féminisation ne doit pas occulter la question de la compétence. C'est très clair. Donc là, le choix du réalisateur ou de la réalisatrice appartient en fait de façon assez récurrente, sauf en ce qui concerne Arte, au diffuseur. Le producteur s'incline généralement. Alors, nous, on avait quand même une clause dans notre contrat où vous étiez associé au choix du réalisateur. Ce qui est très, très important. C'est une clause qu'on met, c'est une clause que les producteurs généralement nous refusent. Ils nous disent « Ah, mais le scénariste ou la scénariste sera consulté. » Je dis « Ça n'est pas la même chose. Il n'est pas la même chose d'être associé et consulté. » Donc, on a déjà au niveau des contrats une tectonique des plaques. Voilà. Adrienne, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue justement de quelqu'un qui arrive sur un scénario, sur un projet au titre d'Arte, sous la direction, nous l'avons vu, d'Olivier Voetling. Comment se place Arte dans la fabrication de ces projets en général? Quelle est la doxa maison? Alors, c'est très intéressant de vous écouter attentivement parce que je pense que vous avez déjà déployé toute les points centraux qui sont, je dirais, la fragilité de l'écosystème des scénaristes auquel vous avez fait allusion, la complexité des processus créatifs dans le déploiement d'un récit au long cours qui induit en général un investissement important pour les antennes auxquelles les projets sont proposés. Le coût horaire d'une série est en général plus important. Pour ne parler que d'Arte, les investissements horaires du côté des séries sont beaucoup plus importants que les investissements côté cinéma. Donc on a effectivement une responsabilité dans les process qui n'est pas exactement le même et qui ne place pas scénaristes et réalisateurs dans le même côté que les process de cinéma. Et dernier point, c'est la place du producteur auquel vous avez beaucoup fait allusion en citant garantie de bonne fin et la réalité des engagements contractuels qui est effectivement dans la main du producteur. Donc comment arriver à démêler un petit peu toute non pas cette complexité au sens aussi intéressant des process. Je pense qu'il faut en revenir un petit peu effectivement au déroulement par étapes. Au sein de Arte, il nous arrive extrêmement souvent et même presque plus souvent que le contraire, d'accueillir et de mettre en développement des projets qui sont portés par des scénaristes, c'est-à-dire des projets dont le concept initial a été inventé par des scénaristes et le déploiement de l'équipe créative qui va prendre la responsabilité de le transformer en scénario dialogué est une équipe de scénaristes. Et effectivement, je reprends l'argument ce à quoi Catherine faisait allusion, on va, pendant le processus, s'interroger avec le producteur sur qui nous paraît être en adéquation avec l'univers qui est déployé. Donc, ce sont des discussions dans lesquelles on essaye d'être à la bonne place de notre process, à savoir dans la maïeutique, dans le bon questionnement, à la fois sur les textes au moment où ils se déploient et sur la manière dont ils vont être incarnés. Après, ces discussions-là, on essaie de les déployer en bonne intelligence,
mais il est complexe pour un diffuseur qui n'assume pas la signature des contrats qui vont lier les auteurs aux producteurs et qui demande aux producteurs de lui assurer la garantie de bonne fin de ces investissements, d'argent public par ailleurs. Enfin, pour ça, c'est vrai pour plein d'autres diffuseurs publics et la garantie de bonne fin existe exactement de la même manière avec des diffuseurs privés. Et donc, nous serons, nous, obligés de veiller à la bonne combinaison de ce qui nous semble être à un temps T les bons talents pour déployer une histoire auquel nous adhérons, mais notre responsabilité ne peut pas d'arbitrer les tensions qui vont se déployer éventuellement et qui peuvent être d'ordre très différent. Des tensions entre les équipes de scénaristes qui existent régulièrement et sur lesquelles, en général, en bonne intelligence, nous devons être à la bonne distance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement les arbitrer, mais en même temps, il faut qu'on en soit conscient. Plus dans un deuxième temps, au moment où nous allons nous plaider l'obtention d'un budget de production, il est absolument obligatoire que nous soyons d'accord avec producteurs sans maîtriser exactement ce qui va être dit dans les contrats entre producteurs et auteurs et scénaristes, et que nous soyons en accord sur le nom du réalisateur qui va nous permettre de pitcher auprès de notre direction éditoriale et de nos collègues strasbourgeois l'engagement des sommes de production qui vont nous permettre de rentrer dans la fabrication. Donc, on est effectivement en amont des interlocuteurs qui sont sollicités et qui n'ignoreront pas les capacités de tension. Mais nous ne sommes pas dans une situation d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand arrive un projet qu'il peut être dans une situation où on n'envisage pas de tension, les rapports entre Antoine Lacomblesse et Jean-Xavier de Lestrade, pour les cités qui sont de longue date, qui ont été déployés sur plusieurs diffuseurs France Télévisions, sur Laetitia et Jeux d'influence et Manon pour nous. On sait qu'il y a une espèce de concorde qui est préalable. Mais ça, c'est une espèce d'accord parfait qui est un peu qui n'est pas la discussion du jour, qui est un peu voilà l'exemple ou les quelques exemples un peu atypiques. La plupart du temps, tous les processus créatifs vont être l'occasion de conflits. Notre responsabilité, c'est d'avoir le sentiment qu'on a mis quand même autour de la table des gens qui sont susceptibles de travailler ensemble, y compris avec des tensions, mais qui seront des tensions productives. Après, la garantie de bonne fin assumée par le producteur fait qu'effectivement, il y a des lieux où nous ne serons pas arbitres. Nous ne pourrons pas l'être. Ce dont nous sommes responsables tout à fait directement, c'est de la visibilité des auteurs, et en plus la Maison Arte est très sensible à ça, être capable de toujours rendre à tous ceux qui ont porté les processus créatifs la visibilité qui leur revient. Et dans cette mécanique-là, nous reprenons en tant que diffuseurs, au moment de la communication, une responsabilité. D'où le fait que nous ne pouvons pas nous substituer aux producteurs, mais nous sommes impliqués dans la définition de l'ensemble des partenaires au moment où nous mettons la production en développement et dans la bonne visibilité de l'ensemble des protagonistes au moment où nous diffusons. Après, nous avons effectivement des positions très diverses entre diffuseurs. Celle d'Arte et de tenter, c'est toujours complexe, il faut toujours être très humble, d'être au bon endroit des processus créatifs et parfois effectivement de discuter plus ou moins âprement de ce qu'on nous propose comme réalisateur. En général, de demander à avoir plusieurs noms et d'essayer de définir dans la concorde
autant possible, qui seront ceux qui vont effectivement porter la vision d'un scénariste ou d'un groupe de scénaristes et l'incarner. Et c'est un lieu qui est géré par le producteur et qui peut être un lieu de tension. Alors les tensions sont plus ou moins productives. Voilà, c'est en essayant d'éviter toute langue de bois, mais vraiment en mettant le diffuseur à la place où au moins on l'exerce du point de vue de Arte. C'est ce que je pourrais dire de ce que j'ai déjà j'ai entendu de vos interventions. Merci Adrienne. Je voudrais dire que vous avez là un cas un peu vertueux. C'est-à-dire que je sens une approbation sur ma droite. C'est-à-dire qu'effectivement, je confirme, j'ai eu l'occasion de travailler moi aussi avec Adrienne Fréjac, non pas en tant que scénariste, mais en tant que membre du comité éditorial d'Arte qui choisissait les sujets, et j'ai vu le respect avec lequel certaines situations de dissensus pouvaient se traiter. Donc, j'entends tout à fait ce que dit Adrienne, et je pense qu'en tout cas, ce qui est important dans ce qu'elle nous a dit là aussi, c'est qu'elle a remis le producteur en avant et qu'il est bien absent, et c'est de ma faute, de cette table ronde. Mais je voulais qu'il y ait quand même une certaine concorde dans cette table ronde, sans être irénique, que nous puissions parler... On n'aurait pas tué un producteur, Carole. On n'aurait pas tué un producteur. Non, je ne suis pas sur scène. On aurait attendu d'être un peu en coulisses. Dehors, c'est ça. Voilà. Mais Ginette et moi, nous avons la responsabilité morale de ces rencontres quand même. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez, justement, vous, Charlotte, nous parler de la place du producteur dans les conflits, en général, dans les conflits que vous traitez? Est-ce qu'elle est importante? Oui, elle est majoritaire. Voilà, je m'en doutais. C'est-à-dire qu'ils sont très peu demandeurs de médiation, finalement. Un peu plus maintenant, mais c'est souvent les médiations sont demandées par les scénaristes ou les réalisateurs. Parce que même les producteurs mettent cette clause à MAPA, donc qui est censée, d'après les accords professionnels maintenant, avoir sa place, en fait, dans la rubrique litige du contrat. Souvent elle est mise, mais sans même se dire tiens, mais c'est quoi la MAPA? C'est-à-dire que des producteurs découvrent encore aujourd'hui ce qu'est la MAPA. Donc voilà, maintenant ils le savent une fois qu'ils viennent devant nous. En fait, ils sont une fois qu'ils répondent toujours positivement, assez positivement pour venir. Et j'ai l'impression que par moments c'est beaucoup de naïveté, en fait, de se dire ah bon, il fallait faire ça, ah ok, il fallait faire ça, ah il n'y a pas eu de fiche. Alors par exemple, il y a un document qui s'appelle la fiche généalogique d'une œuvre où on doit dire les gens qui se succèdent sur une série, par exemple, où effectivement les scénaristes ne restent pas ou peuvent partir, ce qu'a expliqué, comme ce qu'a expliqué Clémence. Ah ben oui, donc des scénaristes arrivent et ne sont pas au courant qu'il y avait d'autres scénaristes avant eux. C'est un peu embêtant, enfin voilà. Oui, les producteurs ont une part de responsabilité, mais j'allais dire que finalement, pour avoir été les deux, et productrice et scénariste, on a aussi une part, c'est-à-dire peut-être, mais on a des agents pour ça, de moins comprendre nos contrats, de les signer parce qu'ils font 25 pages et que parfois on ne lit pas tout en détail. Et d'ailleurs, juste pardon, je t'interromps 2 secondes pour les fiches généalogiques, mais maintenant, moi, quand je sais qu'il y a eu des auteurs avant et qu'ils ont disparu de l'équation, je me méfie. Vraiment, parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a un loup. C'est qu'il y a un loup, quelque chose s'est mal passé. Et passer derrière, bon voilà, on récupère aussi, et parfois on découvre, oh bah tiens, en fait, ah oui non, en fait, il y avait un gros problème, des choses pas du tout claires, et on hérite de ça aussi, et c'est vraiment, c'est tragique. Pardon. Non, mais il y a des accords qui ont été signés donc entre les associations de scénaristes, entre la Guilde des scénaristes, la SACD, les chaînes, les syndicats de producteurs, mais on s'aperçoit qu'en fait, d'une part, les producteurs ne connaissent pas les contrats. Ils ont affaire à un service juridique auquel ils donnent quelques indications et ils signent un contrat et généralement, ils ne savent pas ce qu'ils signent. On n'a jamais... en tant qu'agent, moi, je discute avec un producteur sur la rémunération. Et c'est quasiment tout. Et les dates de remise ou les dates, le planning d'écriture. Voilà. Ensuite, j'ai affaire à un service juridique. Et le service juridique va avoir une espèce de cadre qui est le même pour tout un groupe en général. Et c'est là où je dis, mais attendez, mais un tel scénariste ne vaut pas tel scénariste, tel projet ne vaut pas tel projet. Je négocie en fonction du scénariste ou de la scénariste, en fonction de tel ou tel projet. Je n'ai pas les mêmes exigences pour une scénariste qui n'est pas créatrice
et une scénariste qui est créatrice. Et là, on a l'impression qu'on est... on plane à 32 000 pieds. Non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Il n'y a pas longtemps, j'ai un producteur qui m'a proposé comme ça un projet. Et puis moi, je lui ai dit que je ne voulais pas coécrire le pilote, justement. Je me dis, je ne veux pas être créatrice de la série. Il y avait déjà 2 scénaristes. Je leur ai dit, rappelez-moi quand il y aura besoin d'écrire un épisode 2, un épisode 3. Voilà, comme scénariste un peu plus mercenaire, quoi. Et je lui expliquais ça, tout ça, puis je voyais que ça rentrait pas. Et je disais, en tout cas, je ne peux pas écrire l'épisode 1, parce que sinon je serais co-créatrice. Et là, il me dit, ah oui, oui, non, mais ça, vous voyez ça entre... Moi, je ne suis pas avocat, vous verrez ça entre auteurs. Hein. Moi, je ne me mêle pas de ça et tout. Je lui dis, mais non, mais ce n'est pas une question de... Entre nous, on se mêle de... Non, en fait, c'est la loi, quoi, un bout d'un moment. Les producteurs ne connaissent pas les contrats. C'est une règle, moi je trouve que c'est une règle intangible et c'est à l'origine de la plupart des conflits, généralement. Alors, j'allais dire pas tous les producteurs non plus, Non, tu vois, mais la majorité. Et je pense que c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Je suis d'accord, ils sont beaucoup plus intéressés à se dire on va faire un coup avec tel scénariste et tel réalisateur. Et finalement, la façon dont ça va se passer... Bon ben voilà, et puis ils vont mettre d'ailleurs le producteur qui va négocier le contrat, en général ne s'occupera plus forcément du suivi du développement, va mettre un directeur littéraire. Enfin, il y a toute une sorte de millefeuille aussi décisionnaire parfois sur les textes qui est un petit peu lourd. Et un peu quand tu dis faire un coup, parfois c'est vraiment ça. En fait, j'ai l'impression, justement, c'est très intéressant le témoignage d'Adrienne Fréjac, parce que j'ai l'impression que, quand elle a dit, on cherche un réalisateur qui va pouvoir accompagner la vision des scénaristes. C'est vraiment rare en fait, parce qu'en général, on cherche un réalisateur qui va rassurer la chaîne. On passe quand même beaucoup de temps à rassurer la chaîne. Le scénario sert aussi à rassurer tout le monde sur le fait que, oui, les gens vont regarder ce qu'il y a à voir, ils vont regarder le 2e épisode, ils vont pas s'arrêter au bout de 10 minutes, ça va pas coûter trop cher. Bon bref, on rassure tout le monde tout le temps, parce que c'est vrai que c'est quand même des grosses sommes d'argent, hein, donc c'est logique. Et le réalisateur participe complètement aussi de cette logique. C'est qui est-ce qu'on va mettre. Alors c'est pour ça qu'on va chercher des gens du cinéma. Petite anecdote, mais pour OVNI, le premier réflexe de Canal+, parce que on a eu beaucoup de discussions avec Canal+. En réalité, c'était Canal+, qu'il fallait convaincre plutôt que le producteur. C'est eux qui décident quand même beaucoup de choses. Le casting, c'est pareil. Mais au tout début, leur première idée pour réaliser OVNI, c'était Michel Hazanavicius. Ça n'aurait pas du tout été la même collaboration, je pense. Avec tout le bien que je pense de Michel Hazanavicius, c'est quelqu'un qui... Bon, déjà, je pense que ça ne l'a pas intéressé, parce que c'est pas lui qui l'avait écrit au départ. Et puis, je pense que le rapport de force n'aurait pas du tout été le même. Donc probablement, je ne serais pas là pour raconter cette jolie histoire de comment c'était génial de travailler avec Anthony Cordier. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le premier réflexe quand même d'une chaîne, c'est de se dire on va faire un coup, quoi. Oui, on va choisir le réalisateur ou la réalisatrice à la mode. Voilà, un peu. Ou qui a fait un carton ces derniers temps. Voilà. Et on arrive, effectivement, je rebondis sur ce que dit Clémence, sur des rapports de force. On est dans le rapport de force de façon continue. On est dans le rapport de force généralement dans le développement. On est dans le rapport de force dans la négociation du contrat. Et il y a un moment, effectivement, il y a des moments où le conflit est évident. Enfin, et ça donne des collaborations qui pourraient être, quand on devrait regarder sur un projet, moi je dis le projet prime. C'est-à-dire la qualité du projet prime et chacun met son ego dans sa poche. Ça, c'est un peu difficile. C'est ça, en fait, on a beaucoup plus à gagner à construire une entente et une collaboration fructueuse entre scénaristes et réalisateur qu'à chercher le réalisateur qui va mettre des étoiles dans les yeux à tout le monde. En fait, c'est extrêmement précieux une bonne collaboration, surtout sur une série où il y a effectivement plein d'intervenants, et des épisodes très nombreux, toute une continuité narrative à assurer. Et en fait, c'est très très précieux d'avoir cette entente parfaite dont parlait Adrienne Fréjac. C'est beaucoup plus rassurant pour moi que d'aller chercher quelqu'un qui ne connaît les scénaristes ni d'Ève ni d'Adam et qui va les écarter. Enfin bref. Et puis même, ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez rare qu'un même réalisateur réalise tous les épisodes d'une série, ce qui n'aide pas, donc pour créer un lien avec les créateurs d'une série. Et
le choix, évidemment, n'incombe jamais au scénariste. Mais ce qui est dommage, c'est que les réalisateurs arrivent trop tard, beaucoup trop tard dans le processus. Et donc, dans un moment où ils ont aussi une préparation à gérer, où il y a un stress, où il y a une... Et dès que quelque chose va bloquer dans le texte, c'est-à-dire au lieu de se dire, tiens, comment finalement on va valoriser ce qui est écrit, c'est souvent un peu de se dire, bon, bah, on va plutôt enlever ce qui... Le scénario est une variable d'ajustement. Le scénario, exactement. en fait, on coupe des scènes. Quand effectivement on arrive avec le réalisateur dans une situation de préparation où le temps est compté, s'il y a un problème, ça va être le scénario qui sera la variable d'ajustement. Donc, on va charcler des scènes et voilà. Et ça, c'est un facteur de frustration pour le scénariste. On peut bien l'entendre. Mais en même temps, ça existait dans le cinéma. John Ford est célèbre pour avoir dit « Ah bon, ça va pas, on n'y arrive pas en timing ». Il a pris le scénario et il a enlevé 10 pages. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est justement ce qui est à l'origine du titre de cette rencontre. Est-ce que ça n'a pas évolué ? Il y a toujours eu, je pense, des conflits entre scénaristes, réalisateurs, producteurs, toujours. Mais est-ce qu'il n'y en a pas davantage ? Je parle des séries françaises depuis quelques années. Il y en a davantage parce qu'il y a davantage de production. Oui, c'est ça. Est arrivé depuis 4-5 ans, sont arrivées les plateformes, avec en fait une habitude extrêmement différente de l'habitude française. Les plateformes, quand on leur parle du droit moral, ça tectonique des plaques. Expliquez. Voilà. Ah oui, Les plateformes, quand on leur parle du code de la propriété intellectuelle, c'est aussi tectonique des plaques. Donc, les plateformes sont arrivées avec leur masse d'argent. Enfin, masse d'argent, il faut dire que nous, les Français, on est un peu les Zoulous, parce qu'on ne peut pas dire que Netflix, sauf Lupin, Netflix met énormément d'argent ou Amazon met énormément d'argent sur des productions. Donc, voilà, et la plateforme, en fait, pour moi, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer dès le départ, en se disant, bon, il va y avoir des guichets différents, c'est formidable, on va avoir un espace de création beaucoup plus large. En fait, non. Les plateformes maintenant, savoir Netflix et Amazon, sont dans un line-up, enfin dans une politique line-up, c'est-à-dire dans une direction éditoriale, dans une politique éditoriale mainstream. C'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie Netflix et Amazon de la politique éditoriale de TF1 ? Pas grand-chose, sinon peut-être un peu plus de moyens. Ça dépend. Si, quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Netflix a mis une politique extrêmement... Alors, je vais essayer de je ne vais pas la caractériser. Une politique qui consiste à siphonner les talents, les auteurs du cinéma français pour leur faire des séries et avoir une plus-value. Le cinéma d'auteur arrive sur Netflix et sur les séries. Merci. Et est-ce que, du coup, là, j'abat mes cartes parce que c'était quand même la question que je me posais en vous proposant de venir, est-ce que l'arrivée, quand même assez marquée depuis quelques années, de cinéastes connus pour cinéma d'art et essai, moi je me souviens d'avoir entendu Pierre Salvadori parler de son arrivée sur une série, est-ce que ça ne pose pas un problème précis qui est qu'ils arrivent avec les codes du cinéma d'auteur dans un monde de séries qui fonctionne, en tout cas depuis les années 2000. On s'est intéressé au patrimoine des années 50 dans ces rencontres et on continuera à le faire. Mais enfin, quand même, on sait tous que depuis les années 2000, il y a, grâce à la Quality TV américaine, on a eu des très belles œuvres qui sont arrivées et dans lesquelles la question du pouvoir producteur, diffuseur, et fonctionner différemment, puisqu'il y a eu un nouveau métier qui a été créé, celui de showrunner, qui est à la fois un super producteur, mais qui, si vous prenez Aaron Sorkin, qui peut aussi s'occuper des costumes, du choix des acteurs, voire réaliser éventuellement un épisode. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu là un choc de plaques entre la culture des séries françaises qui commençait à lever la tête pour les scénaristes, parce qu'enfin vous reconnaissez, et le fait qu'arrivent des réalisateurs qui, eux, ont l'habitude d'être, comme on dit à Toulouse, Dieu Biban, Dieu vivant. Est-ce qu'on n'a pas ça aussi qui joue depuis quelques années ? Il y a ça, et je pense en plus qu'il y a un glissement de l'œuvre vers le contenu, en fait.
C'est-à-dire que ces grosses plateformes ont besoin de contenu. Et quand on va à Sérimania, par exemple, on entend toute la journée dans les différentes masterclass, HBO, etc., des plateformes, il nous faut du contenu, du contenu, du contenu. Et du contenu, on a l'impression de fournir de la viande, quoi. Non, on remplit les tuyaux. C'est un peu flippant, Charlotte, en fait. On remplit les tuyaux. Voilà. Et en fait, on n'a plus la notion d'œuvre. d'œuvre. Et la notion d'œuvre qui, du coup, revient, alors comme tu le dis très bien, par des personnalités de cinéma d'auteur, évidemment, qui n'ont pas les codes exactement de ceux pour lesquels la série est faite. Et bien, on remet encore le réalisateur au centre. Et finalement, moins le scénariste. Sauf qu'il n'y est pas. Voilà. Oui, mais en plus, on sait qu'il est de plus en plus difficile pour le cinéma d'auteur de se financer. Donc, la série, c'est un produit d'appel pour les cinéastes. En fait, ils ont, quand vous mettez 400-5 ans à financer un film d'auteur, eh ben, il faut bien que vous viviez entre-temps. Donc, vous allez sur une plateforme. C'est de plus en plus courant. Oui, mais je crains beaucoup, peut-être parce que j'ai travaillé dans une école qui était réputée une école de réalisateurs, et j'ai passé 13 ans à dire non. C'est une école de chef-op, d'ingénieur du son, de scénariste, de script, mon Dieu, quelle horreur. C'est une petite bonne femme, là, mais enfin. Et c'est vrai qu'on est dans le cinéma français quand même, et du coup, dans les séries françaises, très innervé de cette idéologie-là. Et il y a des cas, alors quand même, soyons pas absolument négatifs, je voudrais vous raconter un cas positif. Adrienne, écoute bien, parce que tu y étais. Un auteur parmi les auteurs français, plus auteurs, il n'y a pas, Bruno Dumont. Bruno Dumont propose un sujet complètement délirant à Arte, Petit Quinquin, et c'est... Il y a eu un cri dans la salle. J'espère que ce n'était pas un cri d'horreur. Non, voilà, vous adorez, vous avez bien raison. Et le staff d'Arte, sous la direction de Judith Louis, qui avait un patron bien sûr, mais a dit ouais, c'est à nous de le faire, quoi. C'est à nous de le faire. Et si nous on le fait pas, et c'est vrai, elle avait raison, personne ne va le faire. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction lorsque, au cinéma des cinéastes, il y a une présentation de Petit Quinquin, et j'entends Bruno Dumont, auteur parmi les auteurs, remercier Judith Louis d'Arte. Et je me suis dit, là, tiens, quand même. Mais forcément, je me suis aussi dit, c'est un cas isolé. Adrienne, qu'en penses-tu ? Alors, je suis désolée parce que je tends l'oreille et je veux pas... Ah, tu n'entends pas tout. Sur le processus. C'est-à-dire que là, ta question... Est-ce que tu peux redire ta question ? Non, voilà, sur juste... Bruno Dumont, précisément, parce que je n'ai pas entendu la réaction de l'auteur. Excuse-moi, Oh ben non, c'était juste dire que Bruno Dumont avait remercié Judith Louis du travail fait à Arte autour de Petit Quinquin. C'était exceptionnel. Et savoir un peu ce que tu pensais de ce rapport entre... Alors, là, effectivement, je pense que là aussi, je voudrais ne pas être exempte de capacité à aborder des moments de tension également. Et là, effectivement, si on parle du Petit Quinquin, c'est l'intelligence de Judith Louis et Vincent Mellet au Tenté, qui a été reproduit après par Bruno Patino, Olivier Voeteling pour le deuxième opus, et qui a accueilli l'idée même que la singularité de Bruno Dumont pouvait se déployer sur un récit sériel. Alors, on l'a laissé aux manettes quasiment intégralement, puisque c'est quelqu'un qui consulte rarement les diffuseurs, on va dire ça comme ça, et de manière tout à fait c'est bien dit. Voilà, compréhensible et légitime. Personne n'entend produire une œuvre de Bruno Dumont et penser la passer au tamis de sa propre subjectivité, mais surtout ce à quoi on a été convoqué du point de vue du diffuseur qui est le nôtre, c'est à l'incroyable adhésion du public. C'est-à-dire que ça a été non seulement une aventure où liberté absolue a été conférée à un grand créateur, mais qui a trouvé dans sa grammaire une manière d'adresser le public d'Arte, et on a eu des résultats d'audience sur lesquels on continue à s'interroger de manière tout à fait enthousiaste, mais on continue à s'interroger parce que là, on a non seulement
accompagner quelque chose de très singulier, mais ça a très très bien marché à l'audience et ça reste un grand marqueur. Donc oui, je pense que il était au bon endroit de son enthousiasme que de dire que ça s'était bien passé, parce que très objectivement, ça s'est très bien passé. Après, il peut y avoir des moments où on assume aussi notre propre place dans le paysage audiovisuel d'une chaîne culturelle franco-allemande qui effectivement travaille aux côtés du reste du service public et des privés, et qui avons aussi un mandat qui n'est pas celui qui ne fait pas peser sur nous l'obligation de faire un minimum de 15%. C'est une liberté qu'on essaie d'exploiter, mais qui est aussi, qui nous donne aussi des marges de manœuvre un peu différentes des autres. C'est-à-dire, je ne voudrais pas... Oui, on est bien conscient que c'est une exception. Nous sommes aussi le résultat de notre place dans l'audiovisuel. Voilà. Tout à fait, mais on ne voulait pas totalement décourager les jeunes scénaristes qui sont dans la salle. Mais Adrienne, tu disais qu'il avait eu la liberté totale avec très peu d'intervention de votre part, en fait. Quelque part, alors, on en a, c'est toujours la problématique de la maïeutique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir l'humilité de considérer que dans les process, il y a 30%, moi je le dirais pas autrement, alors c'est quelque chose de très personnel, c'est pas forcément revendiqué par tout le monde dans l'unité, mais puisqu'on est entre nous, je dirais qu'il y a 30% d'acuité éditoriale qui consiste à ne pas reprocher à une équipe créative de faire des choix qui sont intrinsèques à la nature même de leur créativité, et qui on ne peut pas reprocher à un créatif d'être qui il est, alors que nous l'avons choisi et adoubé et avons plaidé le développement de son œuvre au sein de la direction éditoriale. Il faut être un peu cohérent, on assume les équipes avec lesquelles on travaille. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est un boulot de maïeutique avec 30% de bonnes questions. Accepter que si la question n'est partagée par personne, ni producteur, ni auteur, ni producteur, c'est une question qui n'est pas valable, et considérer qu'on est aussi dans ce travail d'accompagnement dans un constat qu'il y a 10 questions, il y en a peut-être 2 qui seront valables, et sur ces 2 qui sont valables, la réponse qui va être apportée n'est pas forcément celle qu'on aura pointée, mais ça aura déclenché une réflexion plus générique, et ça va guérir. C'est comme un montage, c'est-à-dire que vous allez dire, tiens, j'ai l'impression que c'est un peu long, on va monter, on va raboter 10 minutes avant, et le constat rétrospectif, c'est que la perception qu'on avait d'une séquence a été complètement modifiée par une modification de montage en amont de la dite séquence. Bon, ça, c'est l'espèce de chimie complexe, et il faut rester donc à ce titre dans la maïeutique et pas se substituer au créatif et dans le process créatif, à ceux qui le gèrent, parce que c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, je pense que la nature même de la discussion que nous avons ce matin, elle démontre, elle déploie la complexité. 30% d'acuité et de maïeutique, et 70%, dirais-je, d'intelligence émotionnelle dans effectivement la place qu'on occupe dans les process, et la manière dont cette place est perçue par ceux qui nous vivent parfois comme étant ceux qui disent il n'y a qu'à Faucon. C'est ça qui est complexe, et ça demande à être ouvert et à pouvoir accompagner dans le bon sens du terme, et parfois on va à l'encontre de ses propres convictions, mais parce qu'il y a un processus qui l'emporte, et ce dont nous sommes garants vis-à-vis de notre ministère de tutelle, c'est aussi de considérer qu'on a un rôle vis-à-vis du monde créatif, et en même temps une
défense des valeurs qui sont censées être défendues par la maison. Donc c'est cette espèce de point de jonction macro-micro auquel il faut veiller. C'est très compliqué, mais c'est super intéressant. Donc voilà. Après, je pourrais peut-être glisser ce qui s'est joué En thérapie, puisque tu as démarré cette conversation, chère Carole, en mentionnant oui. le fait que l'idée de cette table ronde était venue en ayant observé, il y avait une tension objective qui s'est déployée autour de En thérapie, et j'en dirais quelques mots. Il y a eu effectivement un truc très particulier, parce que c'était une adaptation avec l'équipe de David Elkaïm, Vincent Poimero, et pour les nommer, Pauline Guéna, Alexandre Manville et Nassim Mettar, qui ont travaillé à une adaptation dans laquelle la structure narrative était déjà posée par un Raghaï Lévy, qui était lui-même susceptible d'être sollicité par nos auteurs principaux. Et en revanche, la question de la réalisation, qui était déjà partagée entre Toledano Nakache, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser et Mathieu Vadepied, elle était complexe dans la mesure où c'est des chants contre chants, et il faut conserver l'attention du spectateur sur entre 20 et 25 minutes sur la nature d'une conversation. Donc effectivement, à bien des égards, il était très complexe pour nous d'arbitrer ce qui s'est joué dans les revendications de l'équipe des auteurs / adaptateurs, et surtout qu'on a fait le constat que le résultat final a su convaincre à la fois le diffuseur que nous sommes et les spectateurs aussi. Donc c'est vrai que il est parfois très complexe, et là j'en reviens à ce que disait Clémence, et c'est d'arriver à avoir un point de vue qui ne soit pas unique, qui ne soit pas principalement subjectif, sur ce qui se joue entre auteurs et réalisateurs, de par simplement le fait que dans le process créatif, il y a ce qu'il y a sur le papier, il y a ce qui se déploie sur un set de tournage, et il y a et on peut encore foutre en l'air une série au montage aussi. Hein. Ça, donc on essaie d'être à la bonne place, et c'est pas toujours simple. Voilà, j'en terminerai là. Mais chère Adrienne, c'est précisément pour ça que tu représentes ici les diffuseurs, parce que je pense que nous sommes ici 4 à te connaître et à ne pas mettre ta parole en doute, et qu'effectivement, cette exception, moi je voudrais dire que, à la fois, il faut bien que vous compreniez que ça ne se passe pas comme ça, mais qu'en même temps, c'est heureux qu'il y ait quand même des secteurs où ça existe. Alors, pour en donner des exemples, je me suis demandé comment parler, et je ne peux pas parler à la place des scénaristes et des réalisateurs. En revanche, je peux parler depuis l'analyse de film et la place de spectatrice. Quand vous regardez En thérapie, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, sans savoir que c'était Salvadori, on voyait que les épisodes étaient filmés un peu différemment. Pourtant, effectivement, il y avait des chants contre chants. Et je voudrais donner, et ça c'est l'exemple heureux, mais l'exemple qui, moi, me laisse perplexe, c'est par exemple pour cette très grande série qui est Le Bureau des légendes, vous avez un des réalisateurs qui est Samuel Collardet. Samuel Collardet, c'est quelqu'un qui a fait ses études à la FEMIS. Malheureux pour lui, il m'a eu comme directrice des études, donc j'ai vu tout ce qu'il a fait. Et il était en images. Samuel était quelqu'un qui avait un travail sur la lumière extrêmement particulier. Il filmait des gens dans une étable, dans un documentaire, comme Sternberg filmait Marlène Dietrich. C'est-à-dire avec un travail... Non, mais je ne plaisante pas. Tu sais, la lumière derrière, l'auréole dans les cheveux, je parle sous la responsabilité de nos caméramans. Il y avait une patte visuelle de Samuel Collardet tout à fait remarquable dans les films qu'il a fait à l'école et un des premiers qu'il a fait après. Eh bien, dans Le Bureau des légendes, j'ai cherché désespérément un plan éclairé comme ça. J'ai dû en trouver un ou deux et il a fait quand même beaucoup d'épisodes. Donc je ne pense pas qu'il y a renoncé intellectuellement,
Je pense que ça fait partie du deal de travail avec son showrunner et que la Bible, là, dans ce sens-là, elle prend tout son sens de loi. C'est-à-dire, ça doit être comme ça pour tous. Alors, le Bureau des légendes étant un exemple à part, puisqu'on a Éric Rochant qui est showrunner, qui est à l'origine, qui est aussi coproducteur, réalisateur, scénariste, et qui décidait de tout. Donc il avait décidé de ce que j'appellerais la charte graphique et la direction artistique. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi je prendrais un autre exemple qui est Mad Men. Un jour, un grand réalisateur de cinéma me dit « Ah, je suis hyper content, je vais aller réaliser 2 épisodes de Mad Men. » Je dis « Ah bon ?» J'ai dit « Oui, la saison 5. » Je regarde la saison 5, je n'ai pas vu de différence entre les épisodes réalisés par ce réalisateur et les autres. C'est assez... C'est le but. Hein, c'est le but, en fait. C'est le but. C'est-à-dire que le réalisateur, tout réalisateur de cinéma arrive sur une série dont les codes ont déjà été installés et n'a pas à changer les codes. C'est ça, c'est de là d'où naît justement tout le problème. C'est que le réalisateur technicien, entre guillemets, il détesterait que je dise ça, mais finalement, dans ces séries industrialisées avec un rythme de tournage et des saisons de plus en plus longues, le réalisateur devient plus un technicien, et effectivement ceux qui restent et qui font la continuité sur les textes, c'est les scénaristes et souvent le showrunner. Et si une grande série, un showrunner. Et en même temps, on va chercher des réalisateurs pour ramener du casting, pour rassurer tout le monde, qui eux font des films très particuliers. Donc en fait, c'est vrai que dès le début, ça n'a pas de sens en fait. Ils le vivent très mal, hein, les réalisateurs. Je le comprends parce que c'est une autre vision du métier. Vraisemblablement pas celle qu'ils souhaitaient faire. Oui, mais je pense que c'est vraiment une bonne part de ce qui se passe actuellement. C'est le fait qu'on demande à des gens qui sont habitués à une autre conception du métier de réalisateur de devenir quelqu'un qui se coule dans un moule et qui laisse sa part de création de côté. Sauf si, effectivement, comme Éric Rochant ou comme d'autres, le réalisateur est showrunner, créateur de la série, coproducteur, etc. J'ai un exemple assez particulier, très récent. Je discutais avec Thomas Vincent. Thomas Vincent, donc réalisateur de cinéma connu, mais qui a aussi, en tant que réalisateur, participé à des séries comme Tunnel, comme Bodyguard, et qui a fait Bodyguard, en fait. Et le fait qu'il ait fait Bodyguard et que Bodyguard ait été un gros succès à l'international, a attiré l'attention des Américains. Donc les Américains, Amazon, pour ne pas les citer, l'appellent pour réaliser le pilote d'une série. Donc je lui demande à Thomas, et le scénario était intéressant? Il me dit non. Je lui dis, mais tu es content de ce que tu as fait? Il me dit, écoute, une fois que tu as passé le showrunner's cut, le scriptwriter's cut, le producer's cut et le platform's cut, eh bien, le projet d'origine n'a rien à voir avec le projet à la fin, quoi. Voilà. Donc c'est d'où une évolution absolument hallucinante du métier actuellement, du fait de l'arrivée des plateformes, et évolution qui, pour moi, n'est pas totalement enthousiasmante. Alors, je veux bien être optimiste, mais il y a des jours, j'ai du mal. Voilà. Mais pour revenir sur cette notion de showrunner, c'est très important parce que nous, on nous a beaucoup parlé de showrunner à la Fémis, justement. On nous a formés en nous disant, voilà, en fait, vous serez les scénaristes de demain, les créateurs de séries de demain, donc en fait, il va falloir apprendre à être showrunner. En fait, c'est un mot un peu, qui claque, mais on en a rencontré des showrunners, justement, parce qu'on a eu la chance de partir aux États-Unis, à Los Angeles, donc on a rencontré ces gens-là. Et en fait, c'est un métier très très complet et très très complexe, en fait, où on se retrouve à la fois à diriger une room d'écriture, donc des scénaristes qui travaillent en atelier. On est sur le plateau, on fait les choix, tous les choix qu'un réalisateur fait pendant une prépa, on est consulté, on les fait soi-même. On est aussi au montage, le responsable du budget. Donc en fait, il faut être à la fois scénariste, à la fois réalisateur, à la fois producteur. Enfin, il faut avoir toutes ces compétences-là. Donc en fait, les gens qui sont capables de faire ça, il y a Éric Rochant en France, mais en fait, il n'y en a pas 50 000. Enfin, nous, en tout cas, jeunes scénaristes, je pense que c'est un peu... Ouais, Landois, bien sûr. Mais voilà, il faut quand même un niveau d'expérience assez élevé. Et tous les grands showrunners de séries américaines, Mad Men, Breaking Bad, Vince Gilligan, etc. Enfin bref, c'est des gens qui avaient une carrière en fait avant et qui ont fait des séries assez tard dans leur vie. Enfin,
Mais ils ont une longue carrière de scénaristes. En fait, ils ont appris sur le tas. Parce que vraiment former un showrunner, on ne sait pas. En fait, les showrunners sont arrivés parce que ce soit effectivement Matthew Weiner pour Mad Men, ils sont arrivés en ayant fait je ne sais combien d'épisodes de séries. Voilà, on n'est pas showrunner comme ça. Extra practo, quoi. Exactement. Et du coup, nous, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir Anthony Corday, qui donc lui avait une vraie expérience de mise en scène, de monteur, évidemment, c'était une formation de monteur au départ. Et on avait besoin en fait de ces compétences-là aussi. C'était vraiment, voilà, c'est des compétences qu'on a besoin de réunir, et c'est difficile de l'incarner. Qu'une seule personne l'incarne, c'est possible, mais en tout cas, à notre échelle de jeunes scénaristes, nous, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, il faut trouver un moyen de collaborer avec des gens qu'on admire, qui sont respectueux de notre travail et avec qui ça se passe bien. Mais là où c'est compliqué aussi, c'est que je pense que autant les scénaristes que les réalisateurs ont envie de devenir showrunner. Mais là où les réalisateurs, peut-être, à l'exception d'Anne, qui était vraiment pour moi une des premières showrunners, les scénaristes connaissent peut-être pas assez bien le plateau, ne se forment pas à la réalisation, se tiennent très en distance de ça. Et moi, c'est vrai, quand j'étais script de plateau, et quand je suis venue à l'écriture, j'ai intégré la guilde des scénaristes. Et à la guilde des scénaristes, je pensais que tout le monde était comme moi, savait ce que c'était un plateau. Et je me suis aperçue que c'était un ensemble de gens qui écrivaient chez eux et qui n'étaient pas du tout en contact avec le plateau. Parce que pas invités, parce que finalement pas sollicités. Et c'était deux mondes séparés. Maintenant, ça change. Les scénaristes ont envie de se former. Mais je pense qu'il y a aussi ça. Et donc, showrunner, c'est aussi être capable de parler avec le réalisateur de technique, de vision, de choix artistiques. Et je pense que cette différence, elle est difficile, et avoir envie de la partager pour le réalisateur, c'est pas forcément évident. Une dernière petite intervention, Catherine, parce qu'on va bientôt terminer. Non, j'ai pas de. Je pense on est loin d'avoir couvert tout le spectre de la question, en fait. Et c'est, comme le disait Adrienne, c'est extrêmement complexe. Et je dirais que c'est basé sur les 70% de bonne volonté, d'envie de travailler ensemble, etc., etc. Il y a effectivement un intervenant que nous n'avons pas, qui est le producteur, et qui est pour moi essentiel dans le cadre de ces réflexions. Et c'est fort dommage. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, au niveau du producteur, un certain nombre de faiblesses, accentuées actuellement par le fait que dans le cas d'œuvres produites par les plateformes, le producteur n'est pas délégué, il est exécutif. Donc c'est un prestataire de service. Et un prestataire de service, ça obéit. Donc, si vous voulez, ce qui est très frappant, parce qu'on finit maintenant cette table ronde, mais ce qui est quand même très frappant, que ce soit autour du scénariste, du producteur, j'ose pas dire du diffuseur, du réalisateur, il y a des manques de connaissances. C'est quand même clair quand j'entends dire qu'un producteur lit pas la Bible et il ne sait pas ce qu'il a signé. J'ai un peu l'impression que les scénaristes, même si ça va beaucoup mieux quand même depuis 10 ans, mais quand même, il y a une méconnaissance de la pratique du plateau. Hein. Oui. C'est évident. On a invité c'est sur les évident. plateaux, mais c'est vrai et je pense qu'au niveau des réalisateurs, c'est encore pire, parce que non seulement il n'y a pas cette connaissance, mais en plus, on leur demande de se parachuter dans un monde qui est l'exact inverse de celui qu'ils ont lutté pour intégrer. Donc la tectonique des plaques, elle ne fait que commencer. J'espère que ce n'est pas la faille de San Andreas et que nos scénaristes vont arriver, et nos réalisateurs et nos diffuseurs, etc., à améliorer ces rapports. Je vous remercie, mesdames. Adrienne, merci.